Ok. Alors, 18h08. Ça c'est bon et ça c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce vendredi 26 juillet 2013. Je vous prie bien vouloir m'excuser pour ces 8 minutes de retard. On continuera jusqu'à 19h08. Donc, je vous demande si c'était au niveau du son d'image, on va pouvoir commencer. Je vais me connecter sur le Mumble. Du monde connecté sur le chat écrit, 11 personnes. Hier, il y avait l'interview de Vincent Gagne, je vois qu'elle a été pas mal suivie, ça fait plaisir. Hein. Tout de suite, beaucoup de vues, etc. Donc c'est sympa. Salut sur Mumble. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, c'était une bonne semaine de trading pour toi? Non, j'ai rien fait. Ah, tu fais pas grand chose en ce moment là, y a rien, y a pas d'opportunité pour toi? Ouais, franchement, y a rien à faire moi. Ça fait plus d'un mois et demi maintenant. D'accord. T'attends quoi, plus de volatilité? J'attends de la tendance. Ok. Et AUD-USD, tout ça là, non, ça t'a pas intéressé parce que ça a pas mal bougé hein, ces derniers temps quand même. Ouais, mais c'est toujours en range. De quoi, les paires relatives au dollar australien? Ouais, enfin, c'est bien parce qu'elles sont toutes en train de comprimer. Du coup, quand ça va péter, ça peut péter fort, je pense. Ok. Tout est ok. Toi? Ok, parfait. Merci Crédit hein, d'avoir confirmé. Moi ça roule. Donc là, j'ai repris un compte depuis le 24 juin. C'est un compte démo chez ActiveTrade de 10 000 euros. Là, actuellement, l'équité elle est à 10 275 euros. C'est un compte que je gère avec un risque assez faible. Donc ça pourrait se... Voilà, petit à petit. En tout cas, actuellement, là, j'ai plusieurs positions ouvertes. Donc, vente CAC 40, vente dollar-yen, vente dollar face à la livre turque et vente du dollar australien face au dollar canadien. Ça doit bien se passer à UDK. En fait, j'ai pris là récemment à UDK, je l'ai pris le 24. Je suis rentré à 0,9445 et actuellement en code 0,9509. Donc là, je perds un petit peu. J'ai une position d'un mini-lot. Alors, ce qui est dérangeant par rapport à UD4, c'est que j'ai un swap négatif assez important. Heureusement, c'est équilibré et c'est même un peu devancé par mon autre position à la vente sur le dollar face à la livre turque, puisque on a un taux d'intérêt intéressant sur la livre turque, c'est 7,5%, donc ça équilibre les swaps. Là, actuellement, sur les trois positions, j'ai qu'une position qui est gagnante, c'est la position à la vente sur le dollar yen. Et sinon, les trois autres positions sont perdantes. Donc, il y a le CAC 40, mais j'ai plus qu'un tiers de ma position. C'est une position qui date de fin juin, donc date d'un moment. Et j'ai fermé les deux tiers en perte. Et sinon, les trois autres positions sont au complet, donc un mini lot sur chacune. Voilà. Alors, puisque c'est ok au niveau du son et l'image, je vais commencer. Déjà on va voir ce qui se passe sur les paires sur lesquelles on est. Donc effectivement vous voyez ici le dollar yen, on a une très belle bougie de baisse. Donc c'est bien, on en profite. Vous aviez vu hier Vincent Gagne, analyste FXM, était également plutôt vendeur plutôt acheteur de yen, donc vendeur des devises face au yen. Bon, là ce jour on a une belle bougie baissière, c'est bien, on est dedans, tranquille. Je vous rappelle que mon objectif sur ce dollar yen c'est un retournement vers la partie basse, donc le point bas pardon, touché le 13 juin dernier. Donc il se situerait plutôt vers 93, 94. Donc on verra ce qu'il en est. En tout cas pour le moment on est en impulsion, donc très bien, je laisse courir. On a cassé les plus bas qui avaient été marqués là il y a quelques jours, donc c'est plutôt positif. Sur le CAC 40 on a continué à monter ce jour, donc pour le moment le CAC
performe, elle fait mieux que nous, hein, pour le moment on l'a vu, hein. C'est vrai que depuis qu'on a créé le compte, il a pris plus de 7%, vous voyez en dessous du cas de diffusion de l'émission. Je vous rappelle, toutes mes positions sont partagées, que ce soit sur MyFixBook ou sur Twitter, et vous pouvez comparer mes résultats à ceux du CAC 40 depuis l'ouverture du compte le 24 juin, en dessous du cas de diffusion de l'émission. T'as vu la deuxième partie de Condamine Gerbier? De quoi? La deuxième partie de Pierre, le gestionnaire de patrimoine, je crois. La deuxième partie par rapport à quoi? La commission d'enquête par rapport à juste Ah, à non, alors je sais plus si j'ai vu deux, en tout cas j'ai vu qu'une vidéo, mais alors après est-ce que c'était toute la vidéo ou qu'une partie, je sais pas. Qu'il est repassé en audition le... C'était quand? C'était le 5 juillet, je crois. Ou non, un peu avant. D'accord, et donc elle est bien la deuxième partie? Ah ouais, vachement bien. Il décrit comment... quelles sont les bonnes questions qu'il faut poser aux gens comme Cahuzac. Qui sont des questions en fait très précises. D'accord. Alors... Tu vois, par exemple, la question, ils ont posé la question à Cahuzac, avez-vous un compte en Suisse? Cahuzac, il dit non. Et effectivement, il n'a pas de compte en Suisse. Par contre, la question qu'il faut poser, c'est avez-vous un compte dans une banque suisse, mais dont la filiale n'est pas située en Suisse, ou la filiale est située ailleurs, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, il faut rentrer plus dans le détail dans la question. D'accord, ok. Alors, donc voilà, sur le CAC, bah, on continue à monter, donc bravo le CAC, et tant mieux pour ceux qui sont acheteurs d'actions. Et on approche des précédents plus hauts historiques, enfin plus historiques, non pas du tout. On approche des précédents plus hauts marqués là, depuis ces dernières années, là, depuis la crise de subprime, qui a été marquée le 28 mai dernier, donc à 4055 points environ. Donc là on s'essouffle un peu, on va voir si on a un retournement ou pas. Et puis on surveille ça attentivement. Moi je suis toujours vendeur, j'ai fermé les 2 tiers de ma position, il me reste un dernier tiers que je clôturerai si on doit casser les précédents plus hauts. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le moment le CAC c'était une mauvaise décision qui a été prise, bien sûr il y en aura d'autres. USD TRI, donc le dollar américain face à la livre turque. Donc on a eu une belle impulsion baissière, on a même cassé le support oblique haussier, on avait pris position à la vente, donc on avait notamment entendu Adrien Raymond à ce sujet. Donc bon, de toute façon si je dois sortir un premier tiers c'est au-dessus des précédents plus hauts, donc on est encore loin. On a une belle impulsion mais qui n'a pas été suivie, au contraire elle a été suivie d'un bon retour des acheteurs, donc là on est dans une phase potentielle de pullback. En tout cas pour le moment on perd un peu d'argent. Par contre chaque jour qui passe c'est un peu d'argent et en plus un taux intéressant. Parce que c'est un peu plus d'1 euro chaque soir, hein, je crois que c'est 1,30 € chaque soir, donc c'est pas rien pour une position d'un million. Donc pour moi le temps joue pour moi. Donc la caméra bug apparemment on me dit... Je vais la couper de toute façon. Alors ça bug là. Non bah si ça bug pas... Bon je vais la couper. En général je la mets un peu au début parce que c'est important je pense pour les gens qui... Enfin voilà, c'est un peu un des concepts de l'émission, c'est d'avoir du concret et en fait le fait de diffuser la caméra etc ça rend un peu plus concret les choses que d'avoir un écran, c'est un peu froid avoir un écran. C'est pour ça que je mets la webcam mais après je crois que je vais mettre tout le temps, c'est plus pour les introductions, donc si après ça fait bugger etc effectivement je la coupe. Merci en tout cas de m'avoir prévenu Xred. Alors voilà, donc toujours cette position à la vente et le temps joue pour moi, donc tant mieux. Pour l'instant je laisse courir et puis ça se passe mal, on a tout prévu, hein, vous avez vu lors des émissions précédentes et vous avez mes différents points de sortie. Alors notre position sur AUDCAD enfin, donc on a une très belle pression. Ouais tu vois, Xred tu dis on n'a pas tendance, t'avais regardé AUDCAD ou pas, ou tu regardes pas cette paire? Si, ouais. Et qu'est-ce que t'en penses? Ça t'intéresse pas parce que là il y a quand même de la tendance là. Attends, je vais refaire un tour, je m'en rappelle plus exactement. Non, toujours en range. Enfin pour moi après. En range, alors attends 2 secondes, je suis en train de répondre un truc sur le chat écrit mais là je comprends pas donc je vais en rediscuter avec toi. Ok, alors, oui, donc tu me dis on est en range. Alors là, par contre, je vois pas, désolé, mais si je sais pas en quelle unité tentée, mais en graphe journalier, je vois pas comment on peut dire qu'on est en range. Maintenant, on est en tendance baissière, non?
Non, en fait, si tu veux, quand on dit qu'on entre dans une tendance, pour nous, c'est plus quelque chose d'assez fort. Comme on a eu par exemple sur l'Euro ou GBPOD pendant mai et juin. Ouais, ben En là on fait, a eu t'as comme de un gros faibles mouvement là. retracements. Comment? Là on a eu un gros mouvement quand même là. Ah bah en daily, non, ça retrace de partout. Bah si tu regardes depuis le mois d'avril 2013, on marquait des plus hauts à 1.0711. Actuellement on marque des plus bas à 0.9350. Donc ça fait quand même en l'espace de quoi? De 3-4 mois, bah, une variation de plus de 2000 pips. C'est un mouvement conséquent. Et puis en plus c'est clairement directionnel, il y a très peu de retracement à la hausse. Donc pour toi non, c'est pas une impulsion suffisante? Ah oui, non, à partir d'avril, ouais, clairement, plus à partir du 25 avril, ouais, c'est vachement bien. Toute l'impulsion jusqu'au environ 29 mai, ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Ça, pour nous, c'est de la tendance, quoi. Donc là-dedans, il y a des choses pas mal à faire. D'accord, ok. Après, là, ces derniers mois, si on prend, je sais pas moi, à partir du 14 juin, bah non, pour nous, c'est voilà, on bande des ranges, si tu veux, et puis rien à faire. Enfin, on peut toujours trader dans les ranges, mais moi, je traite que la tendance. D'accord, ok, très bien. Alors ici on voit le câble, donc belle dynamique baissière, retour des acheteurs, hésitation désormais, pas grand chose de plus à signaler, donc on verra ce que ça donne par la suite. Mais le câble, j'ai pas envie d'insister puisque pour moi on est dans une phase de range, même si là on a une impulsion haussière sympa. Voilà, on a eu des impulsions de part et d'autre sans direction franche. Alors une petite réaction par rapport à ce qu'il dit sur le chat écrit, ça on l'avait vu, donc Crédit qui me confirmait, merci à lui. Il faut jouer les petits écarts, du moins sur les indices. Pourquoi Crédit, d'après toi, plutôt jouer les petits écarts que du swing? Quand on voit un CAC qui a quand même pris 6 et quelques pourcents en un mois, là, donc même sans levier, il suffisait d'acheter le CAC et d'attendre pour faire 6% de mois, ce qui est pas mal. Pourquoi, d'après toi, il vaut mieux jouer les petits écarts? Le là qui disait Fab, Enline part de toi dans son avant-dernier commentaire, on va regarder ça. Alors. Broker interdit en France par l'AMF. Alors apparemment ça a été mis à jour ça. Ouais, il a remis le 3 juillet. C'est surtout que c'est risqué, le broker peut fermer ses portes. Alors, 2 petites secondes, je descends, ça sonne en bas, je reviens dans 2 secondes. Allez, dehors. Alors, voyons. Ok, de retour. Ouais, donc Benoît qui disait surtout que c'est risqué, le broker peut fermer ses portes, faillite, arnaque volontaire, tu n'as aucun recours. Ces brokers cités ont pour la plupart camouflé leurs origines, l'AMF n'a pas pu découvrir qui se cache derrière. Pour te donner une image, c'est comme si tu prenais comme banque un gars inconnu dans un HLM en Moldavie. Je ne suis pas sûr que tu y vireras ton salaire. Pour devenir broker forex, cela prend 4 jours si tu as quelques milliers. Il y a des plateformes qui te proposent des sites de brokers en marque blanche, clé en main avec NotaTrader 4. Tu relooks le site graphiquement et c'est bon, un nouveau broker a vu le jour. Idem pour les options. Alors là, ça parlait pas de moi. Je sais pas c'était où qui parlait de moi, mais donc c'était un article hein, sur le site nil.com de Benoît Rousseau, dont l'interview, je l'ai faite il y a presque 2 semaines, elle va sortir là. J'ai quasiment fini de l'uploader, mais comme c'est une vidéo que j'ai uploadée, enfin que j'ai extrait en haute qualité et qu'elle dure 2 heures, c'est très long à uploader. Donc du coup, je la mets petit à petit sur YouTube. En plus, quand je fais les émissions, il faut que je la coupe et que je la remette. Bon, ça reprend, mais bon, bref, c'est un peu compliqué. Donc là, en l'occurrence, c'était un article qui s'appelait Broker interdit en France par l'AMF, et on est en train de regarder les commentaires. Apparemment, il parle de moi. Donc, on va aller voir ce qu'il dit. C'est ce que m'indiquait en tout cas l'ami Blabla. Alors, voilà. Alors, sur son dernier commentaire, Greg, et je suis...
Alors Benoît qui disait voilà, lol tu sais le webmaster, alors on avait vu. Attends, tout le monde peut se tromper, je persiste, trimestre somme. Donc me dérange pas, j'ai vu bien pire, webmasters sont jaloux, de calomnie voulant faire la plus quotidien webmaster. Alors je peux porter plainte toutes les semaines, il me faudrait un cabinet d'avocats au complet, je suis blindé. Et on a des joies aussi. Hier, le monde.fr a fait un lien vers un de mes articles. Aujourd'hui, le Figaro.fr a fait de même dans un article pour ses abonnés. Il y a 3 semaines, j'ai été félicité par une interview américaine, par une universitaire américaine qui a recommandé un de mes textes sur la psychologie à ses étudiants. J'ai aussi des marques de reconnaissance, des citations ou articles sur des sites web importants, Libération, Huffington, Dow Jones, Les Échos. Puis tu es plagié. Plus tu es plagié, et mieux c'est en fait, c'est que tu es lu, et les articles que j'écris pour Atlantico, Trader Mag, ETC sont aussi plagiés ou recopiés. Tu laisses courir. Désolé Enlil, mais ce n'est pas le quotidien de tous les webmasters, d'autres sites très connus comme Vidéobourse ou Foirhexagone qui n'ont, je pense, pas ce type de problème. Le problème vient peut-être de toi et la manière hautaine dont tu t'intéresses à tes lecteurs dans certains articles avec tes pseudo coups de gueule qui n'impressionnent. Ah bon, c'était plutôt méchant ce qui était dit là contre Benoît. Lol, tu sais, le webmaster de Vidéobourse est venu à Tours samedi dernier pour me faire une interview que tu verras bientôt sur son site. On a passé l'après-midi ensemble, on s'est baladé, on a pris un pot, on a dîné ensemble, on a passé notre temps à nous raconter des anecdotes de webmaster et il en subit de pas mal aussi. D'ailleurs, il m'a dit que cela le faisait rire, que je prenais la peine de répondre aux messages agressifs. Il ne s'embêtait pas avec cela. Et il a sûrement raison, mais ça doit être mon côté prof. Je crois encore par la raison et la démonstration. On peut faire changer les gens. Je reste utopiste. Bref, on a tous les mêmes problèmes. À partir du moment où tu as du monde sur un site, tu as toujours des cons, des gens agressifs, des jaloux. C'est mathématique. Il y a presque 2 millions de lecteurs par an sur le blog environ. Et il y a très exactement 10 shares récurrents. Idem avec Krog d'Univers Bourse, un voisin de son université. Bon bref, enfin après il parlait des gens qui critiquaient, etc. Oui, non, en l'occurrence, je le recommande. De toute façon, Enlil, j'en parle largement. C'est pour ça d'ailleurs que je lui ai proposé l'interview. Merci à lui d'avoir accepté. Enfin, c'est super parce que c'est un trader qui gagne de l'argent. Plus vraiment, il trade avec des grosses sommes. Il a un mode de vie. Je pense c'est pour les traders particuliers que nous sommes, la plupart des gens qui consultent en tout cas, qui écoutent les émissions, etc. Il a réussi à faire ce que la plupart des gens veulent faire, quoi. Donc il a sa société, il trade, les bénéfices générés par les trades rentrent dans le cadre de la société. Donc il y a tout un enchaînement de tout est bien géré. Donc vraiment il a une vie, je pense, qui est l'objectif de beaucoup de personnes qui viennent dans la bourse. Donc vraiment pour moi, il est complètement indépendant, il n'a pas de patron, désormais il emploie même du monde, etc. En l'occurrence, oui, il répond à tout le monde, à chaque fois il prend son temps. Bon, de toute façon, moi vous avez vu, très régulièrement, je lis les articles sur son blog et c'est pas pour rien, c'est quelqu'un qui a de l'expérience sur les marchés, il a plus de 16 ans, il était prof d'histoire économique. Donc voilà, donc il fait un travail transparent, il est de bonne volonté. Donc ouais, c'est intéressant de rencontrer et de bosser avec des gens comme ça. Ça on avait vu. Alors, ça on avait vu, rien de bug. Nico qui disait salut. Et oui, effectivement, comme tu disais, ouais, tu dis on a mangé ensemble. Ouais, effectivement, quand je suis venu faire l'interview à Tours, après l'interview, on a mangé ensemble, donc on a pas mal discuté, etc. Rien de bug disait crédit. Nico qui disait salut à tous. Le VCAC remonte un peu. C'est quoi le VCAC, Nico? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et vous avez vu ce gars-là, Ben, vous verrez dans l'interview, vous l'avez peut-être vu déjà parce que il y avait un concours là l'autre fois, enfin un show là, ils appelaient ça Trading Live Show au salon des marchés financiers que j'ai filmé. Si certains ont le temps, si vous avez la possibilité de partager le lien là sur le YouTube, sinon je le mettrai après l'émission, justement où Benoît Rousseau explique son parcours sur les marchés, vous allez voir que pendant très longtemps, je crois que pendant 10 ans, il a perdu de l'argent et au pire il a été à moins 160 000. Alors ça peut paraître impressionnant, on peut se dire ouais j'ai pas envie de passer par ça, c'est pas la merde, ça m'intéresse pas. Par contre désormais, vous le voyez très bien sur son blog, et maintenant il publie plus exactement ses résultats en euros, il met juste en termes de points, etc. Mais là en quelques années c'est assez fulgurant, donc c'est vrai que le trading c'est ça, hein, l'avantage et l'inconvénient, c'est que on est quand même dans du virtuel, donc c'est-à-dire qu'on n'a jamais les choses en main, comme dans un commerce classique.
par contre, on a une liquidité et des possibilités incroyables. Donc quelqu'un qui réussit, c'est un cercle vertueux qui peut amener très très loin. En revanche, quelqu'un et la plupart du temps, on a pour une majorité de perdants, on a du mal à être aussi sérieux quand on trade que dans un business, si par exemple on ouvre une épicerie ou si on ouvre un restaurant ou un commerce, parce qu'on n'a pas l'aspect concret. On est tout seul livré à soi-même, on a envie de... Voilà, on est trop gourmand, etc. On se rend même pas compte de ce qu'on fait bien souvent, en fait. C'est ça le problème. Alors qu'en vrai, on a des chances inouïes et que même en bossant sérieusement, sans être trop gourmand, au bout de quelques années, on peut générer des choses incroyables. Même pas forcément avec des choses compliquées. Puisque ce qu'utilise l'ami Benoît, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment, il utilise les points pivots, c'est un trader qui a un biais naturel plutôt haussier, il trade les indices européens ou américains et bien souvent le CAC 40. Après vous en saurez plus sur tout ça dans l'interview, il en parlera mieux que moi, j'ai pas tout en tête, mais lui c'est des sommes vraiment importantes qui sont gagnées très régulièrement avec un money management simple, l'acceptation de la perte, il n'y a pas du tout de système de martingale ou quoi que ce soit dans son approche, donc voilà. Alors le VCAX que montrait Nico qui cote 16,73 €, qui est fermé actuellement. Le VIX du CAC 40, d'accord, ok, donc on voit qu'il a un peu remonté, là c'est le graphique intraday, non 5 jours, ok, si on regarde en un mois. Donc on a un VCAC sur un mois qui a baissé de 25%, c'est ça Nico? Donc effectivement, comme on a marqué des plus hauts sur le CAC 40 et qu'on ne cesse de monter, il a énormément chuté, hein, c'est ça que tu nous montres. Donc en l'occurrence là, ces indices de volatilité, on peut les interpréter comme on a le VIX aux États-Unis, le VCAC là, comme un indice de la peur. On voit qu'en ce moment il y a peu de peur puisque les marchés ne font que de monter. Et donc on a un VIX qui est assez bas. Si on prend sur 3 mois, voilà, on perd 13,03%. Si on prend sur l'ensemble de l'année, on perd 21,74%. Si on prend par contre sur 5 ans, qu'est-ce que cela donne? Sur 5 ans, on perd 28,27%. Et on a eu des pics très forts, notamment en 2008-2009. Donc pour vous montrer un ratio, actuellement on a 16,73. Au plus fort de la crise des subprimes, on est monté jusqu'à 70 environ, je crois. Donc voilà, on voit la psychologie des marchés financiers et c'est des indicateurs intéressants justement pour se rendre compte de ça. Vous voyez que quand le graphique est bas, eh bien ici là, toute cette zone, puisqu'on marque des points bas, vers les cours actuels d'ailleurs, hein, pour le moment là sur les 5 dernières années on n'est jamais allé beaucoup plus bas. On va prendre encore plus de recul, on va mettre ça au max. Donc là en allant au max, on va avoir du recul jusqu'aux années un peu moins de 2008, donc 2007. Et vous voyez qu'on va très rarement en dessous de 15. En revanche, quand on a de la peur, c'est vraiment excessif. Donc on voit là tout l'excès des marchés, la psychologie des investisseurs. L'évolution normale, c'est qu'il y a des phases d'entrain où on est enjoué, où les marchés sont enjoués, les investisseurs rentrent facilement à l'achat. Donc on varie, donc on baisse du côté de l'indice de volatilité, de l'indice de la peur. On reste borné à 15, donc c'est pour ça que tant qu'on arrive près de 15 et qu'on commence à redémarrer, il faut mieux l'acheter, puisqu'on a des bornes qui sont respectées sur plusieurs années. On revient un peu à la logique dont on parlait hier, notamment avec Vincent Gagne, des banques centrales qui soutiennent, par exemple la Banque centrale suisse qui soutient les 1,20 sur le franc suisse. Là par exemple sur le VIX ou le VCAC, là par exemple sur le VCAC on voit qu'on descend jamais en dessous de 15 ou 14. Là si tu achètes quand on est juste au-dessus de cette zone, tu prends peu de risques, tu mets ton stop, tu sais au moins que tu mets ton stop sous une zone qui n'a pas été franchie et qui amène des rebonds très précis à de très nombreuses reprises, plus d'une dizaine de reprises, depuis plus de 5 ans. Là sur ce graphique, peut-être beaucoup plus si on prend plus de recul. Donc c'est quand même des avantages pour mettre les probabilités dans son sens indéniables. Et il faut en profiter, il ne faut pas hésiter à aller chercher compliqué alors que tu as des choses simples et qui sont protégées par des intervenants bien plus importants que toi. Donc voilà, je ne sais pas si on peut le trader quelque part le VCAC. Nico, est-ce que tu l'as chez IG toi peut-être? En tout cas, on voit bien, voilà, la plupart du temps, soit on a des petites phases d'enjou, soit des petites phases de peur, mais on reste bloqué entre, on va dire, 25, 30 et 15. Et par contre, des fois, on a des phases complètement excessives, et on monte à plus de 60. Donc là, on voit tout l'excès des marchés financiers, mais ça, on le connaît. Donc en fait, acheter actuellement, pour moi, c'est excellent. Franchement, hein, et que ce soit le VIX ou le VCAC, pour une optique long terme, pour moi, c'est vraiment intéressant d'acheter. Pourquoi? Parce que, de toute façon, sur plusieurs années, on n'est pas allé beaucoup plus bas que 14 ou 15, mais on n'est jamais allé plus bas là sur ce graphique, mais
Si on prend le graphique du VIX, ce sera à peu près pareil. Si jamais, là on est très haut sur les marchés, donc quand même on a pris je sais plus combien de pourcents si on fait le cumul là, depuis qu'on a fait que de monter sur les marchés actions, mais c'est énorme, hein, on doit être à 30-40% peut-être d'augmentation sur les indices américains. Europe c'est peut-être un peu moins, on sous-performe un peu, mais toujours est-il que si pardon, on calcule les probas, déjà on est très haut, bon, ça peut continuer à monter, mais quand même ça continue à monter, la peur va pas complètement disparaître. Vous voyez bien qu'il y a toujours de l'inquiétude, on n'a rien, ça va, tous les problèmes vont pas se résoudre du jour au lendemain, et en plus on sait que régulièrement il y a ce qu'on appelle des signes noirs, il y a toujours des catastrophes, des imprévus, etc. qui sont plutôt négatifs. C'est rare qu'on ait des imprévus positifs. Par exemple, ça n'arrive jamais que voilà, demain, on va dire, voilà, dans le Calvados, on a trouvé 10 000 tonnes d'or, donc ça fait un gain pour l'État français de 10 milliards d'euros. Bon, ça n'arrive quasiment jamais. En revanche, c'est assez régulier. Voilà qu'on va avoir une banque fait faillite, un trader fait une erreur qui coûte tant de milliards, finalement l'État doit repayer, on a l'agence de notation qui enlève cette note, il y a toujours des événements, il y a beaucoup plus pour moi de surprises, de signes noirs que ce qu'on appelle les signes noirs, donc de surprises négatives, que de surprises positives. Et combien même il y en aurait, la peur ne disparaîtrait pas, donc on se bornerait, il y aurait peu de chances qu'on descende à 5 ou des choses comme ça s'est jamais vu en tout cas depuis ces dernières années. Après, il y a toujours un risque, on n'a pas de gain sans risque sur les marchés. Mais en tout cas, c'est des risques qui sont plutôt intelligents. Donc là, par exemple, tu prends une première position maintenant, ou quand on amorce un rebond sur le VCAC, t'attends tranquillement, tu as cette position, tu peux continuer à investir sur les autres marchés, etc. Et puis t'attends qu'on ait un retour de l'inquiétude. Donc si ça se passe mal, on va peut-être revenir tester les précédents plus bas, donc vers 14. Si jamais ça va vraiment super bien, qu'il n'y a plus aucune inquiétude, peut-être qu'on va les casser, mais alors à ce moment-là, ce serait la première fois qu'on les casse depuis plus de 5 ans. Donc ce serait quand même un événement exceptionnel. Et combien même on casse, peut-être qu'on descendra à 10, mais on ne descendra pas indéfiniment. Les marchés ne peuvent pas monter indéfiniment, les marchés actions. Après, c'est chacun ses convictions, mais moi je pense qu'à un moment donné, de toute façon, les marchés actions ne vont pas continuer comme ça. Mais peut-être que je me trompe. Et alors, à la limite, même si ce scénario se produit, tu peux dès le départ le prendre en compte et te dire voilà, si on baisse encore de 5 points, donc si on arrive à 10, je reprends une position. Donc tu prends une position plus petite au début, et puis tu t'autorises à reprendre la même position si on arrive à 10. Donc ça te permet de moyenner. À ce moment-là, si on descend plus bas, tu prends ta perte à un moment donné. Donc par exemple, à 5, je dis n'importe quoi, mais voilà, tu prévois un scénario de moyenne à la baisse. Donc tu dis maintenant je prends, donc par exemple à 16, tac, à 10, je reprends. Et si on arrive à 5, je coupe tout. J'ai planifié ma perte, je sais exactement combien je risque, et puis tu la calcules, etc. En revanche, si ça se passe bien, et si on a de l'inquiétude qui revient à un moment donné sur les marchés, qu'on revient tester les 30, on y est revenu très régulièrement au cours de ces dernières années, donc on a beaucoup plus a priori de probabilité, si on étudie le passé, de revenir vers 30 que d'aller plus bas que 14, et je prends mon bénéfice. Voilà, pour moi, ça c'est des stratégies très simples qui permettent de mettre les probabilités dans son sens, et à terme de générer du profit assez simplement sur les marchés financiers. Donc voilà, merci en tout cas pour le partage, et je sais pas ce que vous pensez de mon point de vue, peut-être que je me trompe, je suis pas spécialiste de ces indices de la peur, c'est des choses qui me semblent logiques. Maintenant, tant qu'on n'est pas spécialiste sur un marché, on peut pas se permettre de s'exprimer. Donc si je me permets de parler sur un ton affirmatif, c'est simplement pour pour défendre mon point de vue et amener de l'eau au moulin, comme on dit. Bien après, je vous laisse me contredire, donner vos points de vue, etc. Vous êtes les bienvenus, que ce soit par écrit ou par audio. Alors, Crédit qui disait laisser une petite position en long sur le CAC n'est pas bête du tout, vu que la tendance est haussière. Moi-même, j'ai une position long en swing, mais un risque d'au moins une consolidation est de plus en plus forte. De plus, depuis quelques jours, l'indice accélère d'un coup, puis plus rien. Sur le CAC, je prends des positions de moins de 10 points de take profit, disait Crédit. Nico disait, oui, mais il remonte un peu... Attention les bulles, disait Nico, ok. Salut Fabien, salut Matt qui nous argent, ça va. Le VIX c'est une façon simple de trader, mais attention, les mouvements sont souvent violents à cause de l'effet de levier. Oui, alors après c'est à toi de gérer ça, par contre ça il faut faire très attention effectivement Crédit. Nico qui disait, je ne le traite pas, mais je le surveille. D'accord Nico, bon merci pour toutes ces informations. Alors on enchaîne avec les autres produits, l'euro-dollar ici, on va se mettre en graphe journalier. Alors... Euro-dollar, on arrive dans la partie haute du triangle, donc ceux qui aiment trader dans les triangles, attention, soit on a une amorce de retournement et une belle bougie baissière peut amener une prise de position à la vente, pour viser soit un retour vers la partie médiane, donc un retour vers les 1.31 par exemple, soit la partie basse du triangle, donc un retour vers les 1.2950 par exemple. Si on a une cassure, pourquoi pas acheter, mais bon moi je suis pas fan de trader les triangles, bon pourquoi pas si on a une belle opportunité, mais je préfère les tendances. Euro-yen, on est sur une dynamique de fond haussière, on a une très belle bougie baissière ce jour,
Donc là, par rapport à ce que disait Vincent Gagnard, lui était plutôt vendeur d'euro-yen que de dollar-yen, il avait dit. Très beau point d'entrée pour moi. Alors lui, vous voyez, il avait vendu sur résistance. Il a bien fait, il aurait pris plus haut que moi. Moi, j'attends un signal plus franc. Donc là, en l'occurrence, vendre l'euro-yen, c'est très possible hein, pour moi aujourd'hui. On a une très belle bougie baissière. On suit l'impulsion. On peut se stopper facilement au-dessus des précédents plus hauts. Donc très belle opportunité. Je n'apprendrai pas pourquoi, parce que je suis exposé sur le dollar-yen. Donc ce serait double emploi. Donc ça ferait doublon. C'est pas la peine de multiplier son risque. Bon, là, je joue déjà ce scénario sur un autre produit qui est très fortement corrélé. J'en profite. Tant mieux. Gold. Dynamique de correction, les vendeurs commencent à essayer de reprendre en main le marché sur ces 23% de retracement de la dynamique baissière précédente, ici en graphique journalier. Soit on a effectivement un retour des vendeurs plus franc, à ce moment-là pourquoi pas shorter. Les plus audacieux peuvent vendre maintenant, mais on n'a pas cassé les précédents plus bas, donc on continue à surveiller. On avait un beau point d'entrée pour ceux qui voulaient jouer le scénario baissier la journée du 24 juillet. Aujourd'hui, ça se confirme un petit peu. On est quasiment sur le même niveau, donc on peut toujours shorter. Après, c'était mieux de vendre le 24 juillet. Bon, là, en l'occurrence, derrière, ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une grosse accélération, mais au niveau du timing, c'était sympa. Donc voilà, là, ça l'est moins, mais on peut quand même le jouer hein, si on a des convictions baissières. Le DAX, tiens, le DAX a bien corrigé. Bon retour des vendeurs et pas grand-chose de plus à signaler. Si on cherche des points d'entrée, pourquoi pas. Hein, voilà, on rentre moins sur impulsion si on trouve qu'on est très haut sur les marchés actions. Après, ça reste des positions contre-tendance. Après, les marchés actions, c'est spécifique. Dollar franc suisse, belle baisse. On est toujours à l'intérieur d'un range et pour moi, on est encore assez loin de la zone de support. Donc, pas grand-chose à faire. USD CAD, on approche de la zone de support oblique haussière. Si les acheteurs reviennent fortement, pourquoi pas acheter en suivant la tendance de fond. L'argent, belle bougie baissière, un peu la même chose que sur l'or. Oui, pourquoi pas shorter si on a des convictions, on est dans le sens de la tendance. Attention cependant, parce qu'on a cassé à la hausse la résistance oblique baissière, donc là désormais on peut la retester pour marquer un éventuel pullback. Donc être sur ses gardes et pas hésiter à sortir. Donc si on voit qu'on a du mal à casser les précédents plus bas ou à repasser en dessous de l'ancienne zone de résistance qui pourrait jouer un rôle de support. Salut Vincent qui nous a rejoint sur le Mumble, ça va Vincent? Ok, t'as bien tradé aujourd'hui? Qui répond par écrit sur Mumble. Alors ici sur AUD-USD, dynamique de fond très fortement baissière. Belle bougie de baisse ici, donc on aurait pu déclencher une prise de position à la vente comme on l'a fait sur AUD-CAD. Là on a des acheteurs qui reviennent, du coup finalement là on reste dans une zone qui a été largement travaillée, sans direction franche. La pression de fond est plutôt vendeuse, donc dans l'absolu si j'étais obligé de rentrer je serais plutôt vendeur. Maintenant il n'y a pas de signal précis, donc on peut trouver mieux. EURGBP, rien à dire, dynamique de fond haussière, mais on peine à marquer les précédents plus hauts, ce qui génère un espèce de triangle, donc un espèce de drapeau. Si on casse la résistance, pourquoi pas rentrer? Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc rien à faire, mais plutôt biais acheteur, donc en suivant la tendance. Euro franc suisse, baisse. Non, moi je trade plutôt les impulsions. Comme je dis, tant qu'on est au-dessus des 1.20, je trade les impulsions haussières avec objectif à 50. Donc vous verrez. Moi, si j'ai une grosse bougie haussière qui se présente au-dessus de 1.20, vous verrez que je prendrai une position et que j'établirai un scénario de moyenne à la baisse programmé avec tout calculé. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Puisque ça peut très bien arriver. Bon, lundi en fait je suis pas là, toute la semaine prochaine je serai en vacances, donc il n'y aura pas d'émission du tout la semaine prochaine, je reprendrai que dans 2 semaines, donc voilà, et par contre je serai là après en mois d'août, etc. Donc admettons, voilà, demain, lundi pardon, mais je serai pas là, donc lundi d'après, on a une très grosse bougie, bon on remonte à 1,24, je prends ma position à 1,24, donc je vais prendre par exemple 0,05 lot, donc je suis à 50 centimes du point, et je vais viser 50 points, donc 50 points ça fera... Ouais non ça fera que 25 €, donc là on va rentrer avec 0,1 lot, donc on pourra se faire 50 € si on va chercher 50 points. Donc c'est à dire que si on arrive à 1.2450, enfin 24,50, oui, eh bien on prend 50 €, très bien. Alors si ça se passe mal, je vais calculer le risque si je reprends tous les 100 points jusqu'à en dessous 1.20, combien je perdrais si on atteint 1.20. Donc je rentre à 1.24, eh bien je perds donc sur les premiers 100 points perdus, 100 €. Plus si je déclenche une seconde position, 100 points perdus de plus, donc on descend à 1.22, plus 200, plus 100 points perdus supplémentaires, donc on descend à 1.21, donc plus cette fois, donc on perd 300, bah oui c'est ça, plus 300, plus 400, et là on arrivera à 1.20. Et donc le stop loss on le mettrait un peu en dessous de 1.20, donc on le mettrait à 1.1950, ceci il pourrait y avoir un gap donc il faut être méfiant. Donc on va pas le faire aussi agressivement, on va rester avec 1.1, mais par exemple on va reprendre position seulement une fois tous les 200 points. Donc voilà, je rentre à 1.24, si on descend à 1.22 je perds 200 €, donc 2% du capital, là il n'y a pas de problème. Plus une autre position, et si on arrive à 1.20,
Là on perd donc plus 2 fois 200, donc 400. Donc 600 en tout. Derrière, une fois qu'on arrive sous 1.20, on essaie de sortir. Donc si on prend 50 points en plus, et on a 2 mini-lots, bon, ça fait plus 100. Donc ça fait en tout 700, donc ça fait moins de 7%. Et si jamais on se prend un gros gap, ça peut être de 200 points, c'est tout à fait acceptable. Mais ça fait quand même une perte significative. Donc peut-être ça fait quand même une perte significative. Maintenant c'est un scénario qui a peu de probabilité de se réaliser, pour le moment en tout cas. Mais c'est un scénario quand même qui peut se réaliser. Donc on va voir. Il faut réfléchir. Ça se présente pas encore, donc j'ai pas besoin d'y réfléchir plus, mais c'était pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Parce que le truc, c'est que de toute façon, on a énormément de chances que ça se passe bien. Mais il faut quand même penser à quand ça se passe mal. Et également combien de temps on peut le jouer. Pour moi, pour l'instant, le seuil des 1.20 n'est absolument pas remis en question. Il n'y a aucun problème. Donc le jouer, voilà, c'est quasiment on n'est jamais sûr, mais pour moi, c'est vraiment, on a les probabilités largement dans notre sens. Donc combien de fois on peut aller chercher 50 € comme ça? Pas mal de fois, à mon avis. Bon, AUD-GPY, beau signal de vente. Donc ceux qui ont l'envie de jouer un scénario baissier peuvent le faire au cours actuel. On a une bonne impulsion. Les plus prudents pourront attendre la cassure du support oblique haussier. Donc voilà ici. Donc on est dans un espèce de drapeau. Donc un peu comme sur l'euro face à la livre sterling. Sauf que là la dynamique est plus pressante. On a une très belle dynamique de fond baissière. On a une belle impulsion. Bon, ceci, les plus prudents attendront la cassure du support oblique haussier. Ici, Dow Jones. On a cassé les précédents plus haut, mais on voit que pour le moment, on n'a pas eu de continuité. Au contraire, les acheteurs reviennent fort. Les vendeurs reviennent fort. Vous voyez, avec une belle bougie rouge ce jour. Là, on est un peu revenu sur nos pas. Moi, je vends. Hein, honnêtement, le Dow Jones, je vends. Maintenant, j'ai déjà une position à la vente sur le CAC. Je n'ai pas spécialement envie de surjouer le truc. Ceci dit, c'est quand même différent. Pourquoi pas, hein, franchement, pourquoi pas vendre. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'on voit que ce comportement est un peu corrélé au dollar. J'ai déjà pas mal de ventes sur le dollar, donc je vais pas surjouer. On a un beau signal de vente. Ici sur Dow Jones, on est très haut. En plus, le contexte fondamental qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a une très grosse hausse depuis des mois sur les marchés actions, notamment les marchés actions américains. On est même sur les plus hauts historiques sur la plupart des indices phares américains. Et pourtant, on a une économie qui a du mal à reprendre et qui est basée sur des relances artificielles avec la dévaluation du dollar ou des plans de relance en tout cas. Donc c'est quand même pas très sain tout ça. Donc vendre maintenant, pour moi, c'est une belle opportunité qui permet de sortir de manière cohérente, par exemple au-dessus du précédent plus haut, ou si ça c'est si on veut sortir en une fois. Moi je préfère sortir en plusieurs fois, donc je prends position maintenant, je fais le premier tiers sorti en cas de cassure des précédents plus haut, et après au fur et à mesure je planifie les deux autres points de sortie. Bon voilà, on a un ralentissement, on ne parvient pas à casser les précédents plus haut, beau contexte. Alors après, comment on fixe un objectif? Tu fixes ton objectif, pourquoi pas les précédents plus bas qu'on avait marqué le 24 juin, on jouera un peu le même scénario que sur le dollar yen là. Pour moi c'est intéressant, voilà, donc parier sur un ralliement ici sur le Dow Jones des 14 467, donc par exemple quand on arrive à partir de 14 500 on surveille des points de sortie, même un peu au-dessus, hein, 14 600 par exemple, à partir de 14 600 on commence à se dire voilà, si on ralentit je prends mon bénéfice, si on arrive à pleine balle et qu'on ralentit pas, on laisse courir. Et ça pour moi c'est cohérent, comme approche, comme manière de jouer. On a les probabilités, pas forcément dans son sens parce que c'est contre-tendance, mais c'est un scénario intelligent, intéressant, qui est justifié fondamentalement et psychologiquement, en tout cas pour ma vision des choses, parce qu'après c'est quand même subjectif. Techniquement, on a attendu un point d'entrée, un signal concret, donc autant laisser courir. Enfin, on peut le jouer en tout cas, voilà. Alors, USD HKD, non, pas de signal. Bon, c'est pareil que sur l'euro franc suisse, on peut établir les scénarios, mais encore faut-il avoir des impulsions. Moi, je ne suis que les impulsions, puisque le but c'est quand même de s'exposer le moins de temps possible. Hein, le but c'est d'entrer en impulsion et tout de suite prendre son bénéfice. Là, j'en ai pas, donc je rentre pas. NZD USD, pour le moment, les acheteurs continuent à corriger. Si on a des vendeurs qui reviennent fortement, pourquoi pas shorter, dans le sens de l'impulsion initiale, sur une phase de repli. Le VIX, alors le VIX, pourquoi pas? Alors le truc, c'est que si j'achète le VIX, ce sera un peu la même chose que de vendre les indices américains, et pourquoi pas établir une stratégie, un peu comme ce que j'ai dit sur le VCAC. Alors on va aller voir le VIX. Déjà, je sais pas exactement combien il cote le VIX, donc il va falloir que je fasse que j'aille voir chez Active Trades. C'est-à-dire, je sais pas combien vaut un mini-lot sur le VIX en fait. Si certains ont des infos par rapport à ça, n'hésitez pas à me l'indiquer. Mais on va peut-être établir une stratégie supplémentaire sur le VIX. Alors, vous voyez Active Trades. Voilà.
Alors, symbole. Non. Marché. Calendrier, marge. Bon, je trouve pas ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux savoir combien vaut 1 mini-lot de VIX? Bah, je vais ouvrir un autre compte démo juste pour tester ça. Alors, fichier. Peu importe. Ok. Ok, donc là j'ai un nouveau compte démo. Je vais juste me servir pour faire des tests. Faut pas rentrer n'importe comment et se précipiter à se dire ouais je prends un mini lot ou un micro lot. On peut avoir des grosses surprises. Moi j'en ai déjà eu, je me rappelle, et c'était en réel, donc je faisais la gueule, donc j'ai retenu la leçon. Il faut mieux prendre son temps. Tu ouvres un compte démo, tu testes la valeur et puis après comme ça tu sais exactement à quoi t'attendre. Donc là ouais, je suis sur le VIX sur un autre compte qui n'a rien à voir et je vais tester combien vaut un mini lot. Comme ça j'aurai une base et je saurai dans quoi je mets les pieds. Donc un mini lot à l'achat, voilà. Donc un mini lot, on a un spread qui est de 0,15 points. 0,15 points qui valent 2,26 €. Donc voilà, j'ai une base intéressante. Donc ça veut dire, si on multiplie, combien vaut le point en fait? Donc 0,15, combien on a de fois 0,15 dans 100? On a 0,15 fois 8. Non. 0,15 fois 7. Ok, donc on a environ 7 fois 2,26. Donc là j'ai mon point avec un mini-lot qui vaut 15,82 €. Donc ça veut dire par exemple si je vais chercher un retour vers les 20 par exemple, ça me fait donc environ 5 points. Donc ça fait x 5, ça fait un objectif 79 €. Donc je peux prendre idem, hein, si je perds 5 points je perds 79, donc je peux prendre 3 mini-lots, même 4 mini-lots. Ouais, 4 mini-lots serait sympa. Donc d'abord, avant de prendre cette position, je vais vous expliquer pourquoi je suis intéressé. Alors après, ce qu'il y a, c'est que sur le VIX, là, on n'a pas... On est très bas, c'est ça qui m'intéresse, mais on n'a pas tellement d'acheteurs qui reviennent pour l'instant. Je préfère prendre sur impulsion. Mais bon, c'est quand même des cours qui m'intéressent vraiment. Mais pour pas vous perturber, je vais vous montrer sur un graphique. On l'a déjà vu, hein, ces graphiques, j'en ai déjà parlé. Ce que ça donne en fait. Donc le VIX, donc c'est l'indice de volatilité, on appelle ça l'indice de la peur par rapport au S&P, et on a un recul jusqu'à 90, jusqu'aux années 80, depuis 1990, ici sur le graphique proposé par Yahoo Finance, et on voit que depuis 90, on n'est jamais descendu en dessous de, ici on a un point bas 10,63, ici on a un point bas 10,42, donc on voit qu'on n'est jamais descendu en dessous de 10 depuis 1990. En revanche, depuis 1990, combien de fois on est revenu sur les 20? La ligne qui est là, on peut même pas la calculer tellement qu'on est revenu dessus. Donc ce qu'on veut dire, c'est que si on prend position maintenant, historiquement, on a beaucoup plus de chances de retourner vers 20 que de descendre sous 10, puisqu'on n'y est jamais même allé. Donc si je vise 5 points en plus que les cours actuels, c'est un scénario qui s'est réalisé de nombreuses fois. Si je vise 5 points de perte, c'est un scénario qui ne s'est jamais réalisé en plus de 30 ans. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on a quand même les probabilités dans le sens. Après, ça peut y aller, mais ça vaut le coup. Donc c'est pour ça que je vais faire un premier achat au cours actuel, donc de 0,4 lots. Je pense. Alors ce qu'il y a, c'est que je vais aussi établir un scénario si ça se passe mal, éventuellement de. Non, je vais pas faire ça. Non, je vais simplement prendre une position de 0,4 lots. Donc ça va être parti. Alors je me remets sur le compte. Ok.
Donc là, sur mon VIX, voilà, position de 0,4 lots. Tac, voilà, c'est fait. Donc prise de position à l'achat sur le VIX. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, j'ai 0,4 lots, je perds 9,04 €. Donc j'ai bien calculé tout, mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc là, mon objectif, ça va être un retour vers les précédents plus hauts là qu'on a marqué il y a quelques jours. Donc vers les 20. Je ne vais pas le placer, hein, comme d'habitude. Si on arrive très fort et qu'on continue, je laisse courir. Si je vois qu'on commence à tergiverser, je sors. Après, si on est moins haut, mais qu'on commence à tergiverser, pourquoi pas sortir également, ça, on s'adaptera au contexte. Mais dans l'absolu, c'est ça mon objectif. Par contre, ce que je vais clairement définir, comme toujours, ça va être mon point de sortie. Donc, on a vu qu'on n'est jamais descendu en dessous de 10 en 30 ans. J'ai un objectif donc, qui est de plus de 5 points, qui est de, je suis rentré là, j'ai été exécuté à 14,70. Donc c'est-à-dire que si on va chercher les 20, je gagnerai 5,30 points. Donc 5,30 points, on va calculer exactement combien ça fait d'objectif potentiel. Et si ça se passe mal, si on doit descendre en dessous de 10, ça me fait moins de... Enfin, on va dire à 5 points, parce que je vais mettre à 9,70. Donc on va calculer à objectif égal. Là pour l'instant je vais jouer comme ça, je vais même pas le jouer en sortie en plusieurs fois. Je vais le jouer en objectif égal stop loss. Et je pense que j'ai des probabilités largement dans mon sens. On verra ce que ça donne. Alors, je vais calculer. Donc là actuellement je perds 9,04 €. Donc ça c'est le coût de la commission, du spread. Et je suis rentré à 14,70. Actuellement on me cote 14,55. Non, enfin, oui, c'est l'inverse. Donc j'ai 0,15 points qui valent. Donc, ah oui, donc il faut que je fasse x7. Donc 9,04 x 7 égale 63 € x 4, puisque j'ai pris 4 fois 1 million. Non, même pas. Donc non, j'ai 63 € du point, voilà. 63,28 € du point. 63,28 € du point. Donc si on fait fois 5,3, qui est mon objectif, donc les 20 points, donc je peux aller chercher 335 €, ce qui fait un peu plus de 3% de mon capital, très bien. Et en termes de risque, donc pareil, je vais mettre mon stop à 9,70, donc j'ai un risque de 5 points. Alors j'ai dit, c'est combien 62 et quelques? 5 fois 62, je sais plus, c'était 62,23 je crois, égale 311, donc un peu plus de 3% de perte par rapport à mon capital, ce qui est acceptable. Donc voilà, le deal est conclu. Pour moi, les probabilités sont intéressantes, ça vaut le coup de rentrer. Alors, les plus prudents, et d'habitude, je préfère attendre une impulsion à mon sens pour rentrer, mais là, pour moi, c'est vraiment un bon point d'entrée. On ralentit dans cette zone, donc voilà, j'ai choisi de rentrer maintenant. 9,70, voilà, mon stop est placé. Donc, si on dézoome, voilà, on va voir apparaître le stop loss ici, voilà. Là, j'ai mon point d'entrée. Et donc, j'ai expliqué les raisons de ma prise de position. J'en suis assez content et je pense que c'est cohérent. Maintenant ça peut perdre et si jamais ça perd, eh bien, je prends 3 et quelques % de perte par rapport à mon capital. Quoi qu'il arrive, c'est une position quand même hein, relativement sur le long terme, puisque on est quand même loin des cours actuels, hein, 9,70. C'est pas quelque chose qui se fera en un jour. Voilà, donc pas grand chose à dire. Je crois que j'ai tout expliqué. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'indiquer. Alors ici on passe sur le Nikkei. Alors Nikkei, très belle bougie de baisse. Pourquoi pas vendre le Nikkei? Là il faudrait prendre un graphique plus large. Maintenant je vais pas le faire, un peu comme sur les marchés américains. Mais à la limite si je vais choisir, je serais plutôt short de Nikkei vu les excès qu'il y a eu. L'excès appelant l'excès, que ce soit également les excès en tendance de hausse, on a vu ces derniers mois avec la dévaluation du yen, ça a bien marché, ça a complètement boosté les marchés japonais. Maintenant sur les phases de correction, on peut avoir de l'excès aussi. Là on a une très belle bougie ce jour. Bon je suis l'impulsion et je vends. Je le fais pas parce que je suis pas dans cette dynamique. Et j'ai déjà des positions à la vente sur le dollar, donc on a vu que le dollar se corrèle au marché action américain, qui se corrèle également, enfin les marchés actions japonais qui se corrèlent également au marché action américain. Donc j'ai pas envie de faire de doublons, je suis déjà en plus exposé sur 1, 2, 3, 4, 5 positions différentes. Donc j'ai pas envie de trop en faire, ça sert à rien. Ici sur le pétrole, donc le sweet crude oil, belle baisse, mais l'impulsion est haussière, donc j'attendrai plutôt un retour des acheteurs pour rentrer. USD ZAR, donc le rand sud-africain, alors déjà... Salut Fab, bonne soirée. Ok, salut Fred, à bientôt. Donc ici, pourquoi pas attendre un retest du support oblique haussier pour acheter sur une impulsion haussière, sinon plutôt attendre les impulsions haussières parce qu'on a tendance de fond haussière. Attention parce que le swap est négatif et assez lourd. En revanche, si on casse le support oblique haussier ici, pourquoi pas vendre? Ce serait l'opportunité d'avoir un swap dans son sens, mais encore faut-il avoir des convictions que je n'ai pas parce que je ne connais pas bien ce produit. Adrien Raymond, qui est venu l'autre jour, nous en parlerait bien mieux.
mais purement techniquement, ce qu'il faut attendre, c'est un retest du support oblique haussier et un retour des acheteurs, donc pour trader sur phase de repli, en attendant une impulsion dans notre sens. Voilà. 76 € de perte en cours sur l'ensemble des positions ouvertes, donc une équité qui s'élève à 10 272 €, ce qui veut dire qu'on a 272 € de profit depuis la création de ce compte il y a un peu plus d'un mois maintenant, le 24 juin dernier. Donc voilà, pour le moment tout roule. Alors je vais voir s'il y avait des choses qui étaient dites sur le Mumble. Extrade, salut, non. Ok, donc Vincent s'était déconnecté. Alors Vincent, si tu m'entends, je t'avais demandé si tu avais tradé, tu m'as dit, c'était ça que tu répondais, que tu répondais non Vincent, c'était au fait que tu n'as pas tradé ce jour, c'est ça? Alors ça on avait vu, voilà ça on avait vu. Nico qui disait, je ne le trade pas mais je le surveille, je sais pas si c'est possible de trader le VCAC. Je sais pas, je sais que sur IG et certains brokers de ce type, on propose énormément de produits, donc c'est possible qu'on puisse trader le VCAC. Je ne sais pas non plus, par contre j'ai tradé le VIX, disait Crédit. Alors quelles sont tes expériences par rapport au VIX? Est-ce que ça a été plutôt positif, Crédit? Matt qui disait, et l'émission de mardi, passer à l'action aura lieu quand même. Je sais pas Matt, il faudra voir avec Matt, je vais vous laisser le lien vers son Twitter. Demandez-lui directement sur son Twitter si on aura l'émission. Sinon moi je lui demanderai, je vous le mettrai sur Vidéo Bourse si j'ai des nouvelles. Parce que j'aurai quand même un PC en vacances, donc je dirai ce qui se passe. Alors, passer à l'action, je vous mets... Merde putain. Le lien vers le Twitter de Madge et de son émission dédiée à l'analyse des marchés actions. Vous avez également un sujet qui est dédié à son émission sur le forum. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le forum. Au fait, merci Nico pour le VK que je ne connaissais pas des crédits. Voilà, on apprend tous les jours. Même moi, je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais étudié plus en profondeur. Ça a été l'occasion. Alors, ça on avait vu, et l'émission de mardi, ok, merci. Ok, donc tout ça c'est bon, on a fini de regarder nos marchés, donc on sait ce qui s'est passé, on a nos positions, on a même beaucoup en cours. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a planifié des scénarios pour tous nos produits, on sait ce qu'on risque, donc on n'a plus qu'à laisser courir, c'est assez équilibré, on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier, on a quand même, voilà, vente AUD, CAD, vente dollar face à la livre turque, achat du VIX, vente du dollar yen, vente du CAC 40, il ne reste plus qu'un tiers de la position. Donc dans l'ensemble, c'est quand même pas un truc homogène, on n'a pris que des produits corrélés. On a vraiment des produits qui évoluent indépendamment, donc c'est pas multiplier les risques. Par exemple, sur chacune des positions, on risque entre 2 et 3%. Donc, si on cumule, ça ferait pas 2,5 plus 2,5 plus 2,5 plus 2,5. Forcément, dans l'eau, il y en a qui vont partir dans un sens, d'autres dans l'autre, etc. Donc on cumule, on essaie de d'établir des stratégies intéressantes, dans l'optique de surperformer le CAC 40 sur le long terme et de générer du profit. On verra ce que ça donne au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Alors sur ce, on va aller voir un peu ce qui s'est dit d'un point de vue fondamental ce jour, s'il y a eu des nouvelles et quels ont été les points de vue fondamentaux dans les salles de marché. Alors, céréales, Chicago Hebdo, maïs, blé, soja en recul, 30 degrés en Suisse, Descar envoyé en correctionnel, Bourse, Francfort, le DAX finit dans le rouge, moins 0,65%, on a vu pourtant que le CAC avait plutôt monté ce jour, donc on regarde ce qui s'est passé sur ces marchés. Alors la bourse de Francfort a terminé dans le rouge vendredi, alors que plusieurs valeurs de l'indice vedette DAX ont chuté, Deutsche Börse en tête. Le DAX a fini en recul de 0,65% à 8244,91 points, et le MDAX des valeurs moyennes a cédé 0,30% à 14 208,06 points. Le marché francfortois n'a pas été enthousiasmé par la nette amélioration du moral des ménages en juillet aux États-Unis, révélée par l'estimation finale de l'indice de confiance des consommateurs américains publié par l'Université du Michigan. Deutsche Börse et ThyssenKrupp sont restés en queue de DAX, accompagnés par Infineon. L'opérateur boursier, plus mauvaise performance de l'indice, a lâché 3,71% à 52,43 € après avoir déçu avec ses résultats trimestriels en recul publiés jeudi soir malgré une confirmation de ses objectifs de résultats pour 2013. Vendredi, le groupe a estimé que son programme d'économie était sur la bonne voie en dépit d'un environnement économique jugé toujours difficile. Nous restons convaincus par l'action, a nuancé vendredi Christophe Bast, analyste de DZ Bank, qui a rehaussé l'objectif de cours pour Deutsche Börse à 56 €. Le sidérurgiste ThyssenKrupp n'est pas parvenu à relever la tête sur la séance après un article du Wall Street Journal évoquant son échec de céder au brésilien CSN deux aciéries au Brésil et aux États-Unis en vente depuis longtemps.
Les deux parties auraient échoué à se mettre d'accord sur un prix selon les sources proches du dossier cité par le journal économique. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de ThyssenKrupp a indiqué que le groupe était en négociation avancée avec un acheteur potentiel pour la vente de Steel Americas et continuait de se concentrer pour aboutir à une signature prochaine. Le groupe de chimie pharmacie Bayer a reculé, bon ça on avait vu, Daimler, nous allons dès à présent, bon bref, après ça a moins nous intéresser. Devise, l'euro recule un peu face au dollar, le marché reprend son souffle. On va voir ce qu'il se disait. L'euro reculait légèrement face au dollar vendredi, les cambistes engrangeant quelques bénéfices après un plus haut en un mois alimenté par des chiffres économiques européens rassurants et des indicateurs américains décevants, tandis que le yen poursuivait son rebond. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'euro valait 1,3267 $ contre 1,3275 $ jeudi à 21h. La monnaie unique européenne est montée vendredi vers 8h15 GMT à 1,3297 $, son plus haut niveau depuis le 20 juin. L'euro reculait également face à la devise nippone à 130,33 yens, tombant même vers 14h30 GMT à 130,09 yens, son niveau le plus faible en 3 semaines, contre 131,71 yens la veille. Le dollar aussi perdait du terrain face au yen à 98,24 $, tombant même vers 14h30 à 80. Bref, c'est la dernière séance d'une semaine agitée et l'optimisme domine les échanges sur l'ensemble des marchés, notait Anita Paluch, analyste chez Gecko Markets. En zone euro, les investisseurs avaient accueilli jeudi d'un bon œil la hausse, modeste mais supérieure aux attentes, de l'indice IFO du moral des entrepreneurs allemands et l'annonce d'une baisse du chômage en Espagne au deuxième trimestre pour la première fois en 2 ans, même si le taux reste très élevé à 26,26%. En outre, relevé Derek Alpeny, analyste chez Bank of Tokyo Mitsubishi, il y a un signe d'amélioration des marchés obligataires dans les pays dits de périphérie de la zone euro grâce à des achats de banques locales. Un tel mouvement est de nature à rassurer les investisseurs sur la santé économique de ces pays, très sévèrement touchés par la crise. Le dollar restait de son côté pénalisé par des spéculations sur les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. En effet, après une série d'indicateurs décevants cette semaine, dont la hausse plus forte que prévue des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis lors de la semaine achevée le 20 juillet, les cambistes s'attendent à ce que la Fed cherche à rassurer les investisseurs sur le fait que sa politique monétaire va rester accommodante. Les cambistes sont particulièrement attentifs à tout indicateur sur le marché du travail, car la Banque centrale américaine, qui tient une réunion de politique monétaire la semaine prochaine, fait de la baisse du taux de chômage sous 7% la clé d'un resserrement de sa politique monétaire. Le patron de la Fed, Ben Bernanke, a souligné la semaine dernière ne pas avoir de parcours prédéterminé pour réduire son soutien à l'économie et a réaffirmé que l'état de l'emploi en particulier justifiait encore une politique monétaire très accommodante dans l'immédiat. Tout signe d'une poursuite de la politique monétaire exceptionnellement expansionniste de la Fed et de ses injections massives dans le circuit financier à hauteur de quelques 85 milliards de dollars par mois tend à affaiblir le billet vert. Comme l'euro, le yen profitait de cette faiblesse du dollar pour accentuer son rebond, porté également par l'annonce d'une légère augmentation des prix à la consommation, plus 0,4%, pour la première fois depuis avril 2012. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Donc ça on avait vu. Alors bourse, Paris, le CAC 40 finit sur une petite hausse. La bourse de Paris a fini vendredi sur une petite hausse, plus 0,32%, après une volée de résultats qui ont été digérés tranquillement tout au long de la séance par les investisseurs. L'indice CAC 40 a gagné 12,82 points à 3968,84 points dans un volume d'échange de 2,7 milliards d'euros. La veille, il avait légèrement fléchi de 0,17%. L'indice avait débuté la séance en grande forme, passant même brièvement au-dessus du seuil symbolique des 4000 points avant de ralentir sa progression dans le courant de la matinée. Dans la pléthore de résultats, il n'y a pas eu trop de surprises et LVMH, Kering et Vivendi ont bien tiré le CAC 40, a estimé Waldemar Brun-Termin, directeur de la gestion à Turgot Asset Management. On a été tester les 4000 points grâce à certains poids lourds de la cote qui ont permis de faire monter l'indice après
les investisseurs ont commencé à prendre des bénéfices, a-t-il ajouté. Mais selon lui, il n'y a pas non plus de raison que cela soit vraiment très brillant, faute de véritables catalyseurs pour améliorer une grosse hausse. Et je n'en vois pas se dessiner pour tout de suite, a-t-il ajouté. La bourse de Paris a peu réagi à la nette amélioration du moral des ménages en juillet aux États-Unis qui s'est établi à 85,1 contre 84,1 en juillet selon l'estimation finale de l'indice de confiance des consommateurs américains publié par l'Université du Michigan, pas plus qu'à l'évolution en baisse de Wall Street dans les premiers échanges. Voilà. On termine par un point sur la bourse de Wall Street. Bourse, Wall Street attentiste ouvre en baisse. La bourse de New York était en baisse à l'ouverture vendredi après la publication des résultats d'entreprises peu encourageants malgré un bon indicateur sur le moral des consommateurs américains. Le Dow Jones cédait 0,50% et le Nasdaq 0,33%. L'indice vedette Dow Jones Industrial Average lâchait 77,53 points à 15 478,08 points et le Nasdaq à dominante technologique 11,84 points à 3 593,35 points. L'indice élargi Standard & Poor's 500 perdait 0,42%. Wall Street avait terminé dans le vert jeudi, l'envolée de Facebook entraînant dans son sillage l'indice Nasdaq et occultant les indicateurs et comptes trimestriels plus ternes. Le Dow Jones avait gagné 0,09% à 15 555 points et le Nasdaq 0,71% à 3 605,19 points. Après avoir atteint des nouveaux records historiques en début de semaine, les indices Dow Jones et S&P 500 marquent le pas. Le marché digère entre autres une perte inattendue pour le site de vente en ligne Amazon et des perspectives décevantes pour Zynga, un éditeur de jeux vidéo sur Internet, ont remarqué les analystes de Charles Schwab. Amazon investit énormément pour se développer à l'international, dans les tablettes ou encore dans les contenus numériques, mais cela a un coût qui s'est traduit par une perte nette au deuxième trimestre alors que les analystes attendaient une hausse des bénéfices. Le groupe lâchait 0,84%, bref, après ça on l'avait vu, ok. Donc voilà quelles étaient les grosses informations. Alors on va faire un dernier point sur ce qu'il dit sur le chat écrit. Malheureusement, ce sera déjà fini. J'ai pas vu le temps passer ce jour. Je voulais faire un point sur ce qu'il dit sur des blogs. Non, il n'y a pas de réaction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Je vais aller faire un petit tour sur les blogs là. On va terminer. Donc nli.com, on va aller voir s'il y a eu des publications ce jour. Tiens, utiliser l'indicateur VIX dans le trading en bourse, c'est une vidéo. On terminera sur la vidéo de l'ami Benoît Rousseau, dont je vous laisse le lien vers l'article en question et vers le blog nlil.com. On regarde cette vidéo qui dure 2 minutes 45 et on terminera là-dessus.
Et voilà une belle vidéo qui explique très facilement comment utiliser le VIX. Alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous dis pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Je reviendrai le lundi. On sera le 2 août. Non, pardon, n'importe quoi. Je reviendrai, parce que là c'est vendredi. Donc le lundi, on sera le 5, je crois. Lundi 5 août prochain. À 18h, 18h à 19h. Peut-être la semaine prochaine il y aura un match, je vous tiendrai au courant par rapport à ça, qui fait l'émission à 14h, de 14h à 15h le mardi. Et puis, bah voilà, bonnes vacances à ceux qui vont partir, bon trade, et pendant ce temps-là, bah, mes positions continueront à tourner puisqu'elles sont protégées et tout est planifié. Je jetterai un coup d'œil de temps en temps pour voir si tout se passe bien, si jamais il n'y a pas de gap ou d'événements particuliers où il y a un manque de liquidité, on ne peut pas sortir au cours qu'on voulait. Bon, c'est quand même des positions assez faibles, donc dans l'ensemble il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Il faut vraiment des choses extrêmes de chez extrêmes, mais bon, ça n'arrivera certainement pas. Après, rien n'est impossible, mais ça c'est à prendre dans le cadre de la vie en global. Mais voilà, on gère attentivement notre compte, consciencieusement. Je publie mes résultats de manière transparente. Vous les avez en direct au-dessus ou en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Bonne soirée à tous, bon trade et à très bientôt sur videobourse.fr. Alors salut sur le Mumble également, je vois qu'il y a Mips connecté, donc bah, bonne soirée et à bientôt. La semaine prochaine je serai pas là, je reviens à partir de la semaine du lundi 5 août. Tiens, comme événement, comme publication un peu intéressante, enfin spéciale, il y aura donc l'interview de l'ami Benoît Rousseau, responsable du site enlil.com dont on va voir la vidéo, qui sera publiée normalement carrément au cours du week-end, en tout cas très très prochainement, donc restez connectés.